Bonjour à tous, bienvenue sur cet événement pour ceux qui viennent d'arriver. Moi je vais vous parler de la rencontre entre un gestionnaire de contenu qui est Drupal et Symfony 2, un framework pour des projets web, puisque Drupal 8 intègre des briques Symfony. Donc, je vais vous expliquer un peu tout ça rapidement et de manière la plus simple possible. Avant que je me présente peut-être, histoire de savoir à qui je parle et le niveau de discours que j'adapte, qui a plutôt un profil développeur technique. Ok, qui a plutôt un profil fonctionnel. Il y en a qui trichent, qui lèvent la main à chaque fois. Et un profil plutôt design, UX. Ok, beaucoup de techniciens, je vais essayer de satisfaire tout le monde. C'est toujours un peu le jeu sur les conférences et sur les événements. S'il y a des questions, je vous laisserai les garder pour la fin, les noter dans un coin de votre tête et les garder pour essayer de ne pas trop déborder sur le timing, parce qu'après il y a les gentils petits bénévoles de Blend Webmix, sinon qui vont bien tirer les oreilles. Donc, Vanessa Kowalski-David, moi je suis lead dev Drupal chez Ozzy depuis quelques mois. Dev Drupal depuis 2009, passionné avant tout d'open source, de développement web et de Drupal, puisque depuis 2009 je fais du Drupal un certain nombre d'heures par semaine, à titre professionnel et à titre personnel aussi. C'est vraiment quelque chose qui me passionne énormément. Vous voyez régulièrement sur différents événements parler de Drupal, de PHP un peu aussi, mais surtout de Drupal. Co-autrice cette année d'un livre français sur Drupal 7, pour le coup, avec une double approche, interface graphique et API, code développement. Rédactrice dans le magazine Programmé, l'année dernière sur un dossier Drupal 8 et un nouveau dossier Drupal 8 qui est à venir en fin d'année, en décembre. Formatrice ou ABHD aussi, de temps en temps, régulièrement, ça dépend des périodes, sur différents sujets, sur du web, sur du Drupal, sur l'industrialisation, sur du Scrum, sur différentes choses. Et à votre disposition sur le temps de pause prévu après et le temps de midi pour répondre à toutes vos questions sur moi ou sur Drupal et discuter de ce que vous avez envie de discuter. Donc, vous avez dit Drupal quoi? Ah bah oui, c'est quoi Drupal? Je ne sais pas, est-ce que tout le monde sait ce que c'est que Drupal dans la salle? Alors, ceux qui ne savent pas trop, vous avez le droit de lever un tout petit peu la main. Ok, donc je vais la faire rapide, mais quand même expliquer pour que tout le monde ait le même niveau d'info. Donc Drupal, c'est un outil de gestion de contenu, un CMS en anglais, qui permet de créer rapidement des sites internet avec une interface graphique pour les non-développeurs et avec une interface de programmation, une API, pour développer un certain nombre de choses. C'est un outil open source qui est écrit en PHP. Alors, pour refaire rapidement la petite histoire, Drupal, ça date de 2001. C'est un monsieur belge, Dries Weiter, qui a créé ça en 2001, dans son coin, tout seul, dans son garage un petit peu. Et puis ça s'est développé petit à petit, avec aujourd'hui la version 7, qui est la version stable, qui est sortie en janvier 2011, donc il y a un peu plus de 4 ans maintenant. Et le grand sujet du moment, c'est plutôt Drupal 8, la nouvelle version qui révolutionne un certain nombre de choses, tant du point de vue des fonctionnalités intégrées, que de l'utilisabilité, que du point de vue développement et technique. C'est un joli projet Drupal 8, puisqu'on a quand même intégré des briques de 9 projets open source. J'en détaillerai quelques-uns tout à l'heure, mais il n'y a pas que du Symfony dans Drupal 8, il y a aussi d'autres briques. PHP, PHP Unit, JS avec Backbone, etc. qui ont été intégrés. Plus de 200 améliorations fonctionnelles qui ont été intégrées dans le corps de D8. On a ajouté beaucoup de fonctionnalités. Un des gros reproches qui était fait à Drupal 7, c'est que quand on l'installait par défaut, il n'était pas utilisable pour beaucoup de gens. Notamment parce qu'il manque un certain nombre de choses, comme un petit éditeur WYSIWYG pour ajouter du contenu par exemple. Entre autres, c'est un des reproches qui a été fait. Donc il y a eu pas mal d'améliorations sur Drupal 8. Les contributeurs, les personnes physiques qui ont développé Drupal 8 sont plus de 2000 aujourd'hui. Peut-être un peu plus dans quelques mois, mais aujourd'hui on est à plus de 2000 contributeurs sur Drupal 8. Au niveau de où est-ce qu'on en est sur Drupal 8? Alors, parce que Drupal 8 c'est bien joli, ça fait depuis 2011 quand on parle, le début des développements et des réflexions date de mars 2011, juste après la sortie de Drupal 7. Ça c'est l'esprit open source qui est très ancré, très fort, l'esprit communautaire qui est très fort sur les projets de Drupal, c'est de dire, ok, on a sorti une nouvelle version stable, et la version d'après, qu'est-ce qu'on en fait? Donc Drupal 8, on en entend parler depuis 2011 quand on traîne beaucoup dans Drupal.
comme un ou deux dans la salle, et puis comme moi. En 2011, il y a eu beaucoup de débats sur qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ajoute, etc. Il y a eu pas mal d'échanges, de groupes de travail qui ont été créés, ce qui a été appelé des initiatives sur différents sujets, sur le mobile, sur l'accessibilité, sur la partie interface, sur d'autres sujets également, sur la partie des frameworks aussi. Je ne les ai pas toutes en tête, mais je crois que Léon en reparlera mieux que moi tout à l'heure. Le gel des fonctionnalités, le périmètre fonctionnel de Drupal 8 a été délimité en décembre 2012. Ça veut dire que depuis décembre 2012, on sait à peu près à quoi va ressembler Drupal 8. Il manquait plein de bouts de développement, il y avait plein de bugs, il y avait plein de choses, mais on sait ce qu'il allait avoir dedans. Excusez-moi. Quelques mois après, en février 2013, on a eu des fonctionnalités complètes développées. Alors, développées pas forcément en entier, mais au moins avec des développements lancés. Les initiatives étaient formées, écrites, formalisées par l'ensemble de l'équipe core de Drupal. Et puis on a eu différentes phases, comme sur beaucoup de projets open source. Alors, je vais peut-être il y a des souris qui se promènent. Une version alpha qui est sortie en juillet 2013, donc une toute première version qui était utilisable et mise en test pour tout le monde, avec notamment en juillet 2013 le freeze de l'API, le fait qu'on a défini un certain nombre de choses pour les interfaces de programmation et qu'elles ne devaient plus bouger. Entre juillet 2013, l'étape d'après l'alpha, c'est une bêta. La bêta, on l'a vu l'année dernière, il y a un an, en octobre 2014, on a vu une bêta 1 apparaître. On s'est arrêté à la bêta 16 ou 17, je ne sais plus, il y a quelques semaines. Donc il y a eu un certain nombre de corrections entre-temps. Une fois ces bêtas terminées, une fois tous les bugs critiques, donc ce qu'on appelle un bug critique, c'est un bug qui est bloquant, qui empêche qu'on utilise certaines fonctionnalités de l'interface. C'est un bug qu'on ne peut pas contourner parce que ça ne marche pas et qu'on ne peut pas faire autrement. Une fois tous ces gros bugs identifiés et corrigés, le 7 octobre 2015, donc il y a quelques semaines, on a vu une première version Release Candidate. Release Candidate, c'est quoi? C'est la dernière étape avant la version stable de Drupal 8. Avant la version stable d'un projet, il y a une Release Candidate. À titre d'info, vous avez encore beaucoup d'outils Google aujourd'hui qui sont affichés comme bêta. Si vous regardez, c'est plus le cas sur le moteur de recherche, mais pendant 3, 4, 5 ans, on avait le moteur de recherche Google avec un bandeau bêta dessus. Donc le fait que ce soit une bêta, une release candidate, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas l'utiliser. Ça veut juste dire que, attention, on vous met en garde, c'est pas forcément complètement testé, complètement stable. Et la version stable de Drupal 8, elle sortira quand ce sera prêt. Ça, c'est un souhait du fondateur, de Dries, et de la communauté. La sortie de Drupal 7 en 2011 a été assez épique. On a une version stable qui est sortie, qui était encore énormément buggée, qui était quasiment pas utilisable, c'est-à-dire qu'à peu près à tous les 2 clics, on avait un bug et une belle page blanche qui apparaissait sur nos écrans. Donc il y a eu un choix de ne pas vouloir refaire cette erreur-là et de ne pas dire on met une deadline sur la sortie de Drupal 8. Drupal 8, on sortira quand on estimera qu'il sera prêt, quand on estimera l'équipe de développement du corps, que tous les bugs auront été corrigés, traités et qu'on pourra aller plus loin. Donc, là, une deuxième version de Release Candidate est prévue aujourd'hui ou demain, je ne sais plus. On espère tous un Drupal 8 en 2016 sur le premier semestre. Maintenant, je ne peux pas vous donner de date précise, il n'y en a pas. C'est ce qu'on espère, ce qu'on va tout faire pour mettre en place pour y arriver. Maintenant, ce sera peut-être au deuxième semestre ou ce sera peut-être en 2017. Je ne peux pas m'engager, je ne m'engagerai pas, et personne dans l'accord team s'engagera sur une date de mise à disposition d'une version stable de Drupal 8. Donc rapidement, Drupal et Symfony. Drupal, c'est un gestionnaire de contenu, on va gérer des utilisateurs, des droits, des thèmes, des extensions, qu'on appelle des modules dans Drupal pour ajouter des fonctionnalités. C'est facile à mettre en place, comme beaucoup de CMS. C'est facile à maintenir parce que ça ne demande pas forcément énormément de connaissances au niveau de développement, au niveau technique. Et ça permet de mettre en place un site sans avoir besoin de développer ou de faire appel à une agence de développement. À condition bien sûr que les fonctionnalités restent simples et que le graphisme reste lui aussi simple. Sinon, nécessairement, on va taper sur des compétences spécifiques. Quand je veux un super graphisme chiadé, je vais chercher des intégrateurs qui savent faire ça, donc c'est le métier. Et Symfony, de l'autre côté, c'est un framework PHP.
C'est une couche qui va permettre d'abstraire et mutualiser une grosse partie des développements. C'est utilisable exclusivement par des développeurs. Un Symfony 2 aujourd'hui, n'importe qui doit à peu près arriver à l'installer en CMS. Par contre, à l'utiliser, c'est un peu plus complexe. C'est une grosse référence dans le monde PHP, Symfony. C'est un des frameworks les plus connus, les plus utilisés. Et il adresse déjà un certain nombre de problématiques qui sont connues du web, notamment la gestion des requêtes à page. Quand votre visiteur il tape une adresse, comment je sais que cette adresse ça correspond à telle page, à tel contenu, etc. Des problématiques de perf, des problématiques de sécurité, etc. qui sont des problématiques connues aujourd'hui sur le web, dont on a pour chaque projet à retraiter. En utilisant un Symfony, on va s'abstraire de tout ça puisque Symfony le gère nativement. Drupal enfin utilisable out of the box. Alors ça c'est la grande nouvelle de Drupal 8, c'est qu'on a vraiment mis un gros effort sur un certain nombre de choses. Le module le plus utilisé dans Drupal 7 et avant c'était le module views qui permet de générer des affichages, créer des requêtes SQL en quelques clics pour la partie de la salle. Ça a été intégré au corps. Aujourd'hui, on sait générer des affichages à peu près tout ce qui est en base de données sans aller coder. Une mise à disposition native de web service. Drupal 8 aujourd'hui est un outil qui permet de faire un back-end sur de l'appli mobile assez facilement puisqu'il expose tout ce qui est disponible dans Drupal sous forme de service REST. Il est enfin en responsive web design, c'est-à-dire que par défaut, quand je vais installer un Drupal 8, j'aurai un vrai responsive design, tant sur la partie publique du site, donc la partie qui s'affiche aux visiteurs, aux internautes, que sur la partie back-office. C'est-à-dire que je vais enfin pouvoir créer mes contenus sur mon mobile ou sur ma tablette sans être obligé de scroller des heures pour aller chercher l'info que je veux. Nativement, il embarque tout ce qui est HTML5 comme balise. Donc les balises audio, vidéo, etc. sont embarquées nativement. Ce n'était pas le cas jusqu'à là, ce qui manquait cruellement. Avec ça, on a également amélioré tout ce qui était accessibilité, avec l'intégration des balises WAI et ARIA. D'un point de vue purement utilisateur, on peut modifier ces contenus directement sur la partie publique du site. Si j'ai les bons droits, si je suis connecté, que j'ai les bons droits, je vais pouvoir en direct aller cliquer et aller modifier mon contenu. Le multilingue qui était un casse-tête jusqu'à là, puisque les chaînes de caractères étaient en grande majorité stockées en base, mais pas tout à fait toutes, et qu'on n'avait pas de réelle séparation entre la traduction des contenus et la traduction d'interface. Alors il y en avait une, il n'y en avait pas du tout. Là, ça a vraiment été séparé, ce qui fait qu'on va pouvoir donner à traduire des contenus web à des traducteurs, à des agences de traduction qui font que ça, ou à des traducteurs indépendants. Dont c'est le métier, ils auront à traduire que la partie contenu. Et des performances bien meilleures. Alors pareil, c'est une des choses que j'entends régulièrement sur Drupal 7 et les versions d'avant, c'est Drupal c'est trop lourd, on l'installe, ça met 3 minutes à charger. Par défaut, un Drupal 7 il ne met pas 3 minutes à charger. Il est plus gourmand qu'un WordPress, ça je suis bien d'accord, mais il permet aussi beaucoup plus de choses. Après, et c'est sûr que si on empile 100 000 modules dessus, et même sans aller à 100 000, quand on commence à taper 100 ou 200 modules, ce qui est le cas régulièrement sur les gros projets, si on ne fait pas attention à un certain nombre de choses, les performances en prennent un coup. On n'installe pas un Drupal pour un projet de moyenne taille, un projet à 10 000 visiteurs minutes sur un OVH à 2 €. Ça ne marche pas. Drupal 8 améliore ça de façon assez impressionnante par différents aspects techniques. On va regarder de suite. Donc, quels composants pour le framework Drupal 8? Quels sont les composants Symfony qui ont été embarqués dans Drupal 8? Alors, je vais prendre mon schéma à l'envers. J'aurais peut-être dû le mettre à l'envers d'ailleurs. Les composants complètement intégrés, les composants Symfony, qui sont utilisés aussi à d'autres endroits, dans un Easy Publish, dans un Silex, dans plein d'autres outils qui ont été embarqués. Il y a Routing pour gérer tout ce qui est mécanisme de direction vers des pages, vers des morceaux de pages, les 20 dispatchers pour dire il y a telle chose qui se passe sur mon site, il y a un clic, il y a un chargement de page, il y a tout ce que vous voulez, qu'est-ce que je vais faire, vers quoi je renvoie. L'injection de dépendance, la gestion des dépendances, elle passe exclusivement aujourd'hui dans Drupal 8 par le mécanisme Symfony. C'est-à-dire qu'on ne fera plus de load module include, je ne sais pas quoi, comme on faisait dans Drupal 7, qui était un petit peu pénible à gérer et à comprendre pour tout le monde. La gestion des requêtes HTTP a été également entièrement
délégué à HTTP Foundation. La construction des requêtes, le fait de dire mon visiteur il appelle telle page, je vais lui afficher tel contenu, tel morceau de contenu. Ça, hop, la partie, j'attrape l'URL et je dois construire un objet. On a tout renvoyé à Symfony, parce que Symfony sait très bien le faire. Donc on s'est appuyé sur Symfony là-dessus. D'autres composants intégrés qui sont un petit peu moins visibles et un petit peu moins importants, c'est la partie debug. Aujourd'hui, Drupal 8 permet de débugger un site Drupal 8 comme on débug un Symfony 2, c'est-à-dire avec la barre de débugage en bas, avec un certain nombre d'outils qui sont très pratiques, qui évitent de galérer et de faire des choses assez sales comme des dives, des exits dans le code pour savoir ce qui se passe. La partie process pour gérer les processus divers et variés du site. Le serializer pour gérer tout ce qui est génération de données JSON, etc. Sur la serialisation, déserialisation des données JSON notamment, mais pas que. La partie de validation des formulaires. On est parti aussi avec le composant Symfony, puisqu'il sait le faire en natif. Plutôt que de réinventer la roue, l'objectif c'est bien à chaque fois de dire on a des choses qui existent, on va s'en servir et on va s'appuyer dessus. Et une chose qui fait plaisir aux gens qui font du Symfony et qui font de l'objet, de manière générale, c'est l'embarquement de YAML, qui n'a pas, en ayant déjà joué avec un Drupal 7, galéré à exporter la config de son site et à la passer de son serveur de dev au serveur de recettes vers un serveur de prod. Aujourd'hui encore, c'est un casse-tête, puisque la config Drupal elle est stockée intégralement en base de données. Si on veut l'exporter, il y a des choses qui existent, il y a des modules de features qui font ça assez bien. Drupal 8, il a dit ok, on va abstraire un peu tout ça, tout ce qui est configuration, on va le mettre dans des fichiers YAML. Ces fichiers YAML, particularité de Drupal, c'est que la config, elle vient quand même à un moment du fichier YAML et elle est quand même enregistrée en base de données. Nous, on n'a pas touché la base de données, on modifie le fichier YAML. On est tranquille, on n'est plus embêté. D'autres briques qui ont été embarquées partiellement, c'est le HTTP kernel de Symfony, qui a été embarqué en partie, puisqu'on garde quand même un kernel Drupal qui est appelé au chargement de la page, qui s'appuie sur l'HTTP kernel, mais pas complètement. Et la partie traduction, puisque Drupal 8 enrichit énormément la brique de traduction de Symfony. Notamment parce que Drupal est avant tout vendu comme un outil étant multilingue, permettant de faire du site dans X langues comme vous voulez. Des composants spécifiques à Drupal 8, tout ce qui est librairie et assets, l'insertion de librairie tierces, librairie JavaScript, librairie PHP, librairie ce que vous voulez, on a un composant qui est dédié à cet aspect-là. Voilà. On a un composant librairie asset et on a un core librairie qui embarque par défaut un certain nombre de librairies externes. Le core include le fonctionnement de base de Drupal avec la gestion des thèmes, des modules et le service core qui génère le service container. Je vous reparlerai juste après. Le composant qui gère tout ce qui est temps et date, puisque c'est lié au multilingue notamment, mais c'est des choses qui sont importantes d'un point de vue utilisateur, c'est de pouvoir avoir une heure, une date qui correspondent à son fuseau horaire notamment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, il est 10h50 à Lyon. Si je suis à Montréal, il est 5h50. Donc si j'affiche un contenu à Montréal comme étant le 29 octobre à 10h50, je ne vais pas comprendre. Donc ça, il faut qu'on arrive à le gérer. L'archiveur pour gérer les différentes versions des contenus, et utility, c'est des utilitaires qui servent à l'ensemble des autres composants. Je vais peut-être accélérer un peu. D'autres composants externes. Je vous disais tout à l'heure, on a embarqué des briques Symfony, mais pas que des briques Symfony. On a embarqué des briques JS, notamment Backbone JS, pour gérer tout ce qui est affichage. On garde le système de base de données, de séparation avec les entités d'un côté qui gèrent les contenus et l'affichage avec des views notamment. Une couche REST dessus qui envoie du contenu et par-dessus on a une couche Backbone JS qui va gérer tout l'affichage côté client. En full JS, on est côté client. Tout ce qui est Backbone JS, là, le petit nuage sur le schéma, c'est The Net, c'est la frontière entre votre côté serveur et le côté client. En dehors de Backbone, on a importé d'autres choses. Les intégrateurs seront contents de se dire qu'on va oublier PHP Template, qui est absolument inutilisable, pour être très honnête, et on va embarquer Twig.
qui permettent de vraiment séparer la partie affichage de la partie développement fonctionnel, back-end, etc. Donc, les intégrateurs, ils n'auront plus qu'à bosser avec leur fichier Twig, ils savent faire, s'ils ont déjà fait un peu de Symfony, s'ils n'en ont pas fait, ils apprendront, c'est pas le plus compliqué du monde. Ascetic a également été embarqué pour essayer de minimiser toutes les librairies CSS et JS, les problématiques de perte dont je parlais tout à l'heure. PHP Unit remplace l'outil, c'était pas PHP Unit, je sais plus ce que c'était dans mon placement. On pouvait faire du PHP Unit, mais par défaut, c'était pas ça. PHP Unit a été choisi pour gérer tout ce qui est test unitaire, et Zenfeed, une des briques du Z-Framework, pour les flux RSS, Atom et autres. Donc on embarque un certain nombre de composants open source que du Symfony. Le fonctionnement global, c'est de dire on a des événements, on a des events qui vont déclencher un certain nombre de choses. Tous ces événements, tout ce qui est un service, connexion à la base de données, service d'affichage, service de gestion du contenu, sont contenus dans une sorte de boîte, une sorte de mailbox comme on a ici, qui s'appelle le service conteneur. C'est une sorte de méga objet qui est initialisé à chaque fois qu'on charge un Drupal. Dans ce service conteneur, je vais avoir un service database, un service librairie, peu importe, jQuery, etc., etc. Donc, tous mes événements, tous mes objets, toutes mes classes vont être encapsulés dans le service conteneur. Ça, c'est vraiment un gros changement au niveau développement, puisqu'on était jusqu'à là sur du procédural, donc du développement assez ancien, assez old school, sur du Drupal, avec des namespaces magiques, un système de hook qui est assez sympathique à comprendre et à utiliser, qui parfois a quand même un côté magique de ne pas comprendre mais pourquoi ça marche et ça marche pas. On ne sait pas. Et pour comprendre, il faut creuser un peu, voire beaucoup à certains moments. Donc là, on passe sur du développement full objet, et avec ce développement full objet, on s'appuie sur le service conteneur, dans lequel on va mettre toutes nos briques et tout ce qui se passe, sous forme d'objet, sous forme de service. Et maintenant je vous ai donné des petites techniques. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, qu'est-ce qu'on fait en Drupal 8? Du contenu, aujourd'hui, un site de contenu, je vous donnerai deux exemples pour ce projet. On peut déjà le faire en Drupal 8, à condition de s'engager à maintenir, etc., et mettre à jour. Mais il n'y a plus de problème de compatibilité entre les versions de release candidate, qu'on peut partir sur une RC1 aujourd'hui. Demain, il y a la RC2 qui sort, je vais pouvoir migrer sans perdre la moitié de mon boulot. Donc du contenu, on a déjà des sites en prod. Un site de e-commerce, un réseau social d'entreprise. Drupal 8 a tout ce qu'il faut pour mettre en place ces outils-là. Alors, quand je dis à tout ce qu'il faut, c'est qu'il y a toutes les briques de base qui permettent d'initialiser le projet. La grosse question aujourd'hui, c'est tous les modules communautaires. Les extensions de Drupal ne sont quasiment pas portées, tout du moins pas dans des versions bêta, sur Drupal 8. Donc, soit j'ai un site où fonctionnellement ça rentre dans le corps de Drupal 8, c'est très bien, je peux aller en prod, soit j'ai un besoin plus complexe, style un RSE, ou une application, et je vais prendre Drupal 8 comme un framework. C'est-à-dire que je vais développer ou faire développer l'ensemble des briques qui va me manquer. Parce que la communauté n'a pas encore mis à disposition tout ce qu'il faut pour le faire sans avoir besoin de développer 200 ou 300 jours. Dernier aspect qui est intéressant sur Drupal 8, je passe la partie framework, puisque si vous connaissez Symfony, vous connaissez, c'est d'utiliser Drupal 8 comme un back-end pour de l'application mobile. Aujourd'hui, on a un outil qui expose tout ce qui contient en REST, en service REST. Ça nous permet littéralement de dire, ok, j'ai une appli Android, j'ai une appli iPhone, j'ai une appli je sais pas quoi, Windows Store, ou je sais pas quoi, ou BlackBerry si vous voulez, je sais pas si ça existe encore. Et à toutes ces applis, j'ai besoin de centraliser mes données. Je peux très bien dire, ok, je prends Drupal 8 comme outil pour centraliser mes données et les exposer à mes applications. Deux exemples rapides de sites. Alors, je ne vais pas les montrer en live parce que sinon je vais exposer le temps. France-télévision.fr, le site du groupe France Télévisions, a été refait et mis en ligne à l'été 2015 sous Drupal 8. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous consultez le site de France Télévisions, c'est un Drupal 8 qui est derrière. Ils en sont fiers et ils l'annoncent tout seuls dans les crédits. C'est un site où on a beaucoup de contenu. C'est du contenu, c'est du média, souvent les clients Drupal. Et une application, un autre exemple. Alors il y en a un certain nombre d'exemples qui sont en ligne sur le site de Drupal.org, mais un autre cas
L'usage de Drupal 8, c'est une application qui s'appelle Lisa, qui permet d'envoyer des informations en temps réel. En gros, on a une entreprise qui souhaitait pouvoir mettre à disposition de supporters de foot en simultané le suivi de différents matchs. Alors on a un système qui est basé sur Drupal 8, avec un Kickstarter qui a été mis à disposition de la communauté, qui permet de gérer ce temps réel. Quand je dis du temps réel, c'est que sur un match de foot, on est à une seconde près. Donc, on a vraiment du temps réel. Ceux que ça intéresse, la presse, je vais la mettre sur SlideShare. Il y a une vidéo de présentation de 2 minutes. Je n'ai pas le temps de vous la montrer. Mais n'hésitez pas à aller jeter un œil. Je pense que c'est intéressant de voir ce qu'on peut faire avec ce Drupal 8. Préparez l'arrivée de Drupal 8. Si vous souhaitez y passer, si ce n'est pas le cas, si vous n'êtes pas encore mis, quelques étapes, ça va être... La première chose, c'est de former les équipes. Aujourd'hui, on a des équipes de développeurs Drupal 7 qui ne connaissent pas forcément l'objet, qui ne connaissent pas forcément Symfony. Il faut les former. A l'inverse, si j'ai des équipes de développeurs Symfony, c'est pas parce qu'ils connaissent Symfony qu'en un claquement de doigts, ils vont savoir faire du Drupal. Il y a des concepts qui restent liés à Drupal qu'il faut qu'ils apprennent aussi. Tester, débugger, retester, casser, recommencer. Ça, c'est le principe de la montée en compétences. C'est de jouer avec l'outil. La deuxième étape, une fois que vous aurez une ou deux personnes de former ou plus, ce sera trouver un premier client qui vous suit. Aujourd'hui, Drupal 8, ça peut être perçu comme un risque. C'est pas stabilisé. Ça peut être vu comme un risque par certains clients. Alors, il y a des clients qui suivent, hein, ça, il n'y a aucun souci. On a des clients qui suivent, on a des groupes médias qui suivent, France Télévisions suit, d'autres clients suivent et acceptent de rentrer dans ce risque-là pour faire évoluer la communauté et puis pour être à la pointe de la technologie. Et dernière étape, si ça vous intéresse, c'est pourquoi pas contribuer. Si on veut améliorer Drupal 8 et l'aider à sortir plus vite, ça va être de mettre à dispo des ressources développeurs, de coder, de débugger, de créer des modules. Ça va être de remonter les bugs et de tester. Pour les gens qui n'ont pas un profil tech, un des moyens d'aider, c'est de dire « Ok, je l'installe » ou j'essaye, il y a des sites de démo qui existent, je l'essaye, ah bah là il y a un bug, je vais remonter le bug pour qu'il soit corrigé. Moi je ne sais pas le corriger, par contre moi je sais tester et dire en faisant ça j'ai eu tel bug. Ça c'est un moyen d'aider aussi. En faisant de la traduction, on a un sprint de traduction français avec l'association Drupal France qui est prévu de mémoire le 7 novembre. Donc c'est un autre moyen d'aider, c'est que si on veut qu'on ait un Drupal 8 qui sorte avec une version francisée, il faut le traduire. Il ne va pas se traduire tout seul par Google Translate. Ou alors on aura de la trad de très mauvaise qualité. Et puis pour la partie entreprise, c'est de financer le portage de modules. C'est-à-dire que les fonctionnalités qui nous manquent, on a deux possibilités. Soit je suis en capacité de les développer et je vais les développer, soit je ne suis pas en capacité de le faire et je vais payer des développeurs pour qu'ils portent ces modules-là. C'est la dernière, j'ai fini. Dernier aspect sur Drupal 8 qui est important et qui est important sur Drupal de manière générale, c'est l'aspect communautaire. Merci aux plus de 2000 contributeurs. Là, on a une petite image qui a été faite à la sortie de la première release candidate avec en gros le nom des plus gros contributeurs. Les contributions sont toujours fortement encouragées. Si vous avez envie à un moment d'aider Drupal, vous trouverez la documentation, alors souvent en anglais, il y en a un petit peu en français, mais souvent en anglais, qui vous explique comment faire. Il y a des canaux de chat en IRC pour répondre à vos questions, vous aider. Il y a des sessions de mentoring où on a des développeurs expérimentés qui sont là, qui vous prennent en main, qui vous accompagnent pour contribuer vos premiers patchs sur un Drupal 8. Une présence à l'international, là on est en France, mais il y a des événements un peu partout. Il y a des DrupalCon qui sont des Drupal conférences sur les 5 continents. Le prochain, je crois, est en Asie, alors je ne sais plus dans quel pays, en novembre ou en décembre. Là. Il y en a eu un à Barcelone en septembre, il y en a sur l'ensemble des continents. Il y en a un aux États-Unis en début d'année 2016, etc. Ces événements internationaux, ils sont déclinés en événements locaux. On a des DrupalCamp nationaux tous les ans en France. Alors, en France et ailleurs, en Belgique. Le DrupalCamp belge qui est dans 10 jours, je crois. Et dans plein d'autres pays, il y a des camps qui sont organisés, un peu comme le Playground Mix, mais dédiés à Drupal. Et en local, sur Lyon et ailleurs, vous trouvez ce qu'on appelle des meet-up. C'est en général un soir par mois où il y a une personne qui vient nous causer Drupal, ou plusieurs, parce qu'on a envie de plusieurs, et derrière, on va gentiment tous ensemble boire une bière pour manger un morceau. Ça permet de discuter de Drupal et d'autres choses. Et plus encore, puisque la communauté, c'est avant tout ce que vous en faites. Le slogan de Drupal, c'est Come for the software, and stay for the community.
C'est-à-dire qu'on vient pour le logiciel avant tout, et en général, on reste parce que la communauté est quand même plutôt sympathique. Est-ce qu'il y a une ou deux questions? Ou est-ce que je réponds en off après? Il y a quoi, la pause après? Oui, oui, la pause. Bon, ça va. Bonjour et merci pour votre présentation. J'ai une question, si on a un client qui a un groupe L7, on ne parle pas de migration, c'est une refonte totale? Alors, nous, on peut migrer vers Drupal. En fait, on peut migrer vers Drupal 8, puisque dans le corps de Drupal 8, il y a un outil qui s'appelle Migrate qui existe, qui a été prévu pour migrer les contenus. Maintenant, tout ce qui est configuration, etc., on peut en migrer une partie, c'est-à-dire que tout ce qui est type de contenu, views, etc., ça se migre depuis un Drupal 7, voire depuis un Drupal 6. La problématique des migrations aujourd'hui, c'est de dire tous les modules autres, en dehors du corps et en dehors des modules qui ont été intégrés, ils ne sont pas portés de Drupal 8. Qu'est-ce qu'on en fait? Mais il y a des passerelles de migration, ça a été testé, retesté, débugué un certain nombre de fois qui existent. Donc si le site est fonctionnellement pas trop riche, ou si le client a le budget pour, on peut envisager une migration à Drupal 8 dès maintenant, sans aucun souci.